RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour chers auditeurs du Son des Bulles, émission spécialement dédiée à la bande dessinée, présentée aujourd'hui par le binôme Olivier. Bonjour. Et Anne-Marie, moi-même. Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette émission sera consacrée aux bandes dessinées se rapportant à la politique, événements ou personnages. Alors aujourd'hui, autour de la table, pour nous présenter une sélection sur ce thème, nous avons Madame la ministre de l'Ellipse et de l'Onirisme, Francine. Bonjour. Monsieur le ministre de l'art séquentiel du siècle d'avant, Charles. Bonjour, oui. Monsieur le ministre de la bande dessinée engagé et contestataire, Jean-Jacques. Alors là, réclamation, je ne suis pas ministre, je suis président. Ça conteste déjà. Ça conteste. Et monsieur le ministre de la case, de la planche, du phylactère et de l'onomatopée, Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Et sans oublier madame la ministre du roman graphique, Françoise, qui n'a pas pu être là Non, aujourd'hui. malheureusement, notre pauvre Françoise Et est notre retenue à Retenue. ses obligations Exactement. professionnelles. Alors, pourquoi la politique ? Eh bien, pas uniquement en rapport avec l'actualité proche, mais parce que la BD, comme tout art, explore le monde, et ce monde est fait de politique. En effet, ce média permet aux auteurs de relater les rapports humains dans tous les contextes et aussi comment l'homme fait société, que ce soit sous forme humoristique, satirique ou de reportage. L'exploration de ce sujet est une réalité depuis que la BD existe. La BD est née dans les journaux avec Topfer. Elle est liée à l'actualité. Elle est portée par la culture de la caricature et nombre de ses héros sont journalistes, pour citer les plus célèbres, Tintin, Lefranc, Fantasio et bien d'autres. De tout temps, les auteurs de BD visitent le champ politique sous plusieurs aspects. Olivier vous citera quelques exemples et nos chroniqueurs seront encore plus précis. Qu'ils interrogent les événements marquants, plus ou moins connus du grand public, plus ou moins évoqués dans les médias traditionnels, les auteurs de BD mettent en avant leurs compétences en recherche documentaire historique et s'appuient aussi sur des témoignages, parfois recueillis dans des circonstances particulières et en prenant le temps nécessaire à une écoute attentive. Que le choix du scénario porte sur un fait marquant ou une personnalité exceptionnelle, dans le sens pas commune, la BD couvre tous les champs des récits historiques ou contemporains. C'est parfois aussi l'occasion de faire un focus sur des événements qui ont eu des échos médiatiques plus ou moins prononcés ou très orientés. Ainsi, l'auteur choisit, lui, un angle qu'il souhaite mettre en lumière. Soit c'est la personnalité qui est décryptée, la bête politique ou l'homme ou la femme d'un moment crucial. Certains auteurs s'emparent du sujet politique pour affirmer aussi leur point de vue, comme Tardy, que nous avons évoqué le mois dernier, avec les guerres de 14-18, 39-45, la Commune et autres mouvements politiques dans Élise, ou encore Joey Sacco pour le conflit israélo-palestinien. Mais aussi des journaux ou revues qui utilisent comme support la BD, dont la matière première sont les événements, ou les hommes politiques comme Pilote ou la revue dessinée. Voilà, merci pour cette introduction, Madame la Présidente. Tout de suite, place à Francine. Francine pour un album tout chaud qui vient de sortir. Et oui, un général des généraux. Garde à vous. Un album qui vient de paraître aux éditions Le Lombard et qui a fait la une notamment des magazines BD. Et moi, qui m'a bien éclaté. Une véritable pièce de boulevard aux rebondissements plus incroyables les uns que les autres. Et pourtant, tout est vrai, au niveau des événements du moins. Ajouté à un scénario déjà fort drôle, un dessinateur, François Bouc, qui avec l'énergie de son trait, son sens du mouvement et son incroyable facilité à croquer des trognes plus vraies que nature, vient encore amplifier le côté grand guignolesque de la situation. Alors là, j'ai choisi de vous parler de celui par qui tout est arrivé, celui qui est à l'origine même du projet. Je veux parler du scénariste Nicolas Juncker. Alors, une petite présentation s'impose avant de lui laisser la parole. Nicolas Juncker, auteur complet ou scénariste, c'est selon, je l'ai découvert à la parution de Seul à Berlin, un album absolument bouleversant, exempt celui-là de tout humour encore que... qui nous raconte le destin croisé de deux femmes, l'une allemande, l'autre russe, lors de la chute de Berlin, en s'inspirant de deux journaux bien réels, celui d'Elena Revskaya, jeune interprète russe entrée dans Berlin aux côtés de l'armée rouge, dans Les carnets de l'interprète de guerre, et celui d'une anonyme allemande dans Une femme à Berlin, journal du 20 avril au 22 juin 45.
Nicolas Juncker a fait des études d'histoire, et ça se sent dans les termes abordés, et dans sa rigueur, même quand il traite son sujet avec humour. Prenons le coffret de La Vierge et la Putain, paru en 2015 chez Glénat. C'est une sorte de palindrome, véritable jeu narratif qui réunit 2 albums, comparant et opposant les vies de Marie Stuart et Elizabeth Tudor, partant du principe que l'une commence en prison et finit reine, tandis que l'autre commence reine et finit en prison. Un véritable tour de force. Et comme dans un général des généraux, les faits, bien sûr, sont avérés. Alors, question à mes petits camarades chroniqueurs, là. Quelle est la Vierge et quelle est la Putain? Alors, moi, j'ai simplement dit qu'entre les deux, mon choix a été fait. Non, mais c'est la Vierge et la Putain. C'est pas où la Putain, c'est la Vierge et la Putain. C'est pas un choix qu'on vous propose, Jean-Jacques. Alors, quelle est la Vierge, quelle est la Putain? 50-50 chacun, non? Le On peut voir ça comme ça. Je donne ma langue au chat. Pareil. Eh bien, Elizabeth Tudor, la Vierge, on l'a d'ailleurs appelée la Reine Vierge, du fait qu'elle n'a jamais voulu se marier. Oui, la reine Elisabeth, c'est vrai. Exactement. C'est C'est dû au fait qu'elle n'a jamais voulu se marier. Ah oui, D'où l'état de Virginie, qui a été découvert en même temps. Oui, pardon. Et donc, la Putain étant évidemment Marie Tudor. Alors, plus facile. Laquelle des deux a commencé à prison et a fini reine? L'autre. Elisabeth a fini reine. Oui. Voilà, Oui. bravo Charles, Oui. notre encyclopédie. Il n'y a que Charles qui est capable de répondre. Ah, oui, c'est trop Allez. fort. De toute façon, Charles, il a la réponse à toutes les questions. Et si jamais il n'a pas la réponse, il invente. J'invente. Non, mais là, il a tout bon. Hein. Ah oui, bon. Alors, dernière petite chose avant de passer à l'interview, sont parus en 2020 et 2021, également chez Glénat, les 3 tomes de la série Octofight, créée avec Chico Pacheco. Alors là, on quitte le registre historique pour une fresque d'anticipation sociétale corrosive et jubilatoire sur le 4e âge. En 2056, la France gouvernée par Mohamed Maréchal Le Pen est devenue un régime totalitaire où les valeurs du gaullisme ont été poussées à l'extrême, rendant l'euthanasie obligatoire pour les 80 ans en fin de droit. Alors, les personnes à jeunesse réduite récalcitrantes n'ont plus qu'une seule échappatoire. Il y en a qui ont peur, là. Participer à l'Octofight dans les zones néo-rurales. Tout un programme qui fait froid dans le dos. Ouais, mais je ne suis pas persuadé qu'il faille attendre 2050. Non, il y a un ça petit va peu, ouais, voilà. Alors, mais on va revenir en 1958 et on va écouter ce que Nicolas Juncker a à nous dire sur l'album Un général des généraux. Alors, bonjour Nicolas Juncker. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en tant que concepteur et scénariste de l'album Un général des généraux qui vient de paraître aux éditions Le Lombard. Pour commencer, pour nos auditeurs, petit pitch rapide pour un putsch raté qui a fait pchit. Nous sommes en 1958. Tandis que le général de Gaulle jouit d'une retraite de sauveur de la patrie bien méritée, dans la France de la 4e République, les gouvernements se suivent et ne se ressemblent pas. Mais au moins, ils se suivent, c'est déjà ça. On peut même dire qu'ils se suivent beaucoup. Ils se suivent tellement que la crise algérienne ne suit plus du tout, elle, embourbée dans une guerre inextricable et insoluble qui vient de s'achever en 1957 par la sanglante bataille d'Alger menée tambour battant par le général Massu et qui a laissé, outre ses traces de torture et de mort, le pays exsangue et la question algérienne encore plus brûlante. Alors, quant à Paris, au mois de mai 1958, l'Assemblée nationale, à bout d'idées, risque de nommer à la tête d'un énième gouvernement un certain Pierre Pflimlin, qui aurait évoqué dans un petit journal alsacien la possibilité de pourparler avec les indépendantistes. À Alger, on se dit qu'il est temps d'agir. Alors, Nicolas, que va-t-il se passer? Bonjour Francine. Que va-t-il se passer? Eh bien, la population algéroise va se soulever. Il y a pas mal de groupuscules politiques à Alger. C'est une ville qui est très bouillonnante. Il y a plein de partis différents. On va dire que des partis très extrémistes et agités vont lancer l'idée de prendre d'assaut le bâtiment du gouvernement général. Alors pour les auditeurs et auditrices qui connaissent pas, c'est un immense bâtiment moderne qui symbolise le pouvoir français à Alger, quoi. C'est quelque chose, c'est un très grand bâtiment qui a un immense balcon qui deviendra encore plus célèbre par la suite, évidemment. Et donc les civils rentrent, ils sont des milliers, et ils rentrent là-dedans
Les gendarmes sont débordés, les militaires regardent ça un peu en rigolant, ils s'en foutent un petit peu, voilà. Bon, alors, ils sont fous furieux à l'intérieur, hein. Ils vident les tiroirs, toute l'administration française passe par la fenêtre. On vide les tiroirs, on renverse les tables. Bon, on fait la révolution, on fait le bazar, on fait la révolution. L'idée, c'est de faire une espèce de pseudo-révolution. Ils veulent créer ce qu'ils appellent un comité de salut public, donc ils reprennent les mots de Robespierre. Pour bien indiquer que maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Et ils espèrent évidemment que l'armée va les suivre et qu'ils vont pouvoir provoquer un changement de gouvernement. Théoriquement, ça aurait dû s'arrêter là. Mais en fait, les militaires, face à ça, vont être un petit peu bras ballants. Donc, le premier qui va arriver, c'est Massu. Massu va plus ou moins accompagner le mouvement, il saura pas trop quoi faire. Salan va arriver, il va être aussi un peu perdu. Il faut voir que ces généraux sont quand même, tous généraux qui soient, ont un problème d'autorité avec leurs hommes. Ils gèrent mal quand même leur capitaine. Ouais, ils se laissent un peu déborder par la situation, là, même complètement débordés. Et Salan va chercher de l'appui à Paris, mais sauf qu'à Paris, il n'aura pas beaucoup d'appui, parce qu'à Paris, ils sont eux-mêmes complètement dépassés par ce qui est en train de se passer, puisqu'ils se méfient eux-mêmes des militaires. Donc déjà, il y a un lien de méfiance entre l'armée et le gouvernement qui a, on va dire, un point assez culminant, à 9 sur 10, quoi. Ils savent pas si Salan accompagne les putschistes ou pas, etc. Massu va intégrer le comité de salut public pour essayer de le canaliser, a priori. Sauf qu'à Paris, évidemment, on va voir ça comme un putsch militaire. Les militaires ont rejoint le comité de salut public. Donc Salan va essayer de tempérer, mais Plumelin se méfie de Salan se méfie de Plumelin. Donc on va très vite aller en quelques jours sur une suite de quiproquos, de contre-ordres, de désordres, de coups de porte qui claquent, d'amants dans le placard, enfin de généraux dans le placard, etc. En fait, quelque chose d'assez abracadabrantesque qui va amener petit à petit à une impasse dont la seule sortie finalement va être le nom de Gaulle. Comme ça, qui va être évoqué de manière un peu surréaliste. D'abord par Massu, parce que Massu, il n'a pas inventé l'eau chaude, mais c'est le seul nom qu'il connaît depuis Tchad en juin 40. Lui, c'est De Gaulle ou rien, donc il dit De Gaulle. Et puis, il y a quelques gaullistes qui sont quand même dans les coulisses, à Alger comme à Paris, mais surtout à Alger. Delbecq en première ligne, va essayer de tirer les marrons du feu et va essayer de faire en sorte que ce nom de Gaulle, aussi surréaliste et absurde qu'il soit au début, au fil des jours, devienne comme une évidence et une nécessité faisant loi. Oui, c'est assez fou d'ailleurs, parce que De Gaulle, on ne le voit prendre la parole qu'à la page 94, si mes souvenirs sont bons. Jusque-là, il mène sa petite vie de retraité à Colombey, il lit son journal, il promène son chien et tout, mais il ne dit rien, absolument rien. Le calme olympien, voire jupitérien, c'est tout à fait ça. Et puis, tout d'un coup, donc, il va sortir de ce silence quand il aura pratiquement la certitude de pouvoir justement mener son petit bonhomme de chemin. Il veut être appelé par la nation, mais il n'y a pas vraiment de mode d'emploi pour ça, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc il va y aller vraiment par petites touches. Donc ça va commencer le 15 avec Salan qui va crier un vif de Gaulle un peu surréaliste au balcon donc du fameux gouvernement, du bâtiment du gouvernement général. Là, du coup, De Gaulle va y aller à petite dose avec un petit communiqué de quelques lignes. Ce petit communiqué déjà va être énorme, va faire un effet dévastateur. Donc ça y est, les gaullistes sont là, finalement ils existent. Après, il va plus rien faire. Les militaires vont continuer à mettre la pression. Il va là du coup passer à la vitesse supérieure et il va faire une conférence télé le 19, qui est la conférence qu'on connaît à Orsay avec croyez-vous qu'à 67 ans je commence une carrière de dictateur, etc. Donc là il va vraiment s'engager et puis après mais il va se taire à nouveau pendant plusieurs jours, il ne va rien dire, il y aura les parachutistes qui vont débouler en Corse, la menace du coup d'état militaire qui se précise, il ne parlera pas, il va avoir des entrevues secrètes avec Flimelin notamment. C'est pas la peine de parler, le temps joue pour lui. Plus le temps dure, plus le gouvernement s'enfonce, plus l'armée est dans une impasse, plus les poujadistes d'Alger sont dans une impasse. Donc au fil du temps, plus le temps passe et plus De Gaulle apparaît que comme la seule évidence, même au niveau de la gauche. Alors, cette BD nous éclaire sur un moment clé de notre histoire, avec les événements liés à l'avènement de la Ve République, comme on vient de le voir, mais dans laquelle les personnages historiques se retrouvent dans des situations ubuesques. Un général, des généraux, c'est un peu les généraux chez Feydeau ou chez les tontons flingueurs. Ça va à 100 à l'heure. Alors, comment tu qualifierais ce récit, vaudeville historique, tragicomédie, la façon dont vous l'avez traité, et pourquoi tu as choisi ce style de narration, justement?
Oui, c'est un vaudeville. Effectivement ça. Moi, je l'ai vu comme ça dès le départ. En fait, quand je me suis penché sur sur cette période-là, il y avait deux questions qui m'intéressaient. C'était surtout de creuser un peu les deux énigmes. Est-ce que De Gaulle, la Cinquième République, est le fruit d'un coup d'État militaire ou pas? Et est-ce que De Gaulle a finalement trahi tout le monde en arrivant poussé par les Algéries françaises, les pro-Algéries françaises, alors que c'est lui, donc c'est qui, même un an après, à peine un an après, va proposer un référendum et l'autodétermination aux Algériens. Et en creusant, le côté comique m'est apparu tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on commence à se plonger dans le déroulé des événements qui suivent le 13 mai, alors on a une galerie de gens mais qui sont incroyables. Là, là c'est les tontons flingueurs. Que ce soit les salants, les massues, les Lagaillardes, alors tous les peignoirs complètement fous et hystériques. Mais à Paris aussi, les Flumelin, les Guy Mollet, les Jules Mock, etc. On a une galerie de personnages complètement dingues. Alors, et qui forcément, bon, ils sont dépassés par les événements, donc comme n'importe qui est dépassé par les événements, plutôt que de se poser, de réfléchir, ils font ce que font n'importe quel être humain, ils font n'importe quoi. Donc, au n'importe quoi succède du n'importe quoi, qui entraîne encore plus de n'importe quoi, donc ils vont faire encore plus de n'importe quoi. Donc, on part dans des propositions complètement surréalistes, qu'on voit que Flumelin peut faire des échanges d'otages de généraux, on kidnappe un général pour l'échanger. Après, on en arrête d'autres. Il y en a un qu'on envoie à Brest, l'autre qu'on va envoyer à Metz, alors qu'ils sont accusés de rien. Puis alors, le parachutage en Corse. Oui, enfin, c'est n'importe quoi. On donne les pleins pouvoirs à un type qu'on a nommé général factieux à l'Assemblée 2 heures auparavant. Enfin, bon, bref, on est dans une situation complètement ubuesque. Guy Mollet qui en surrajoute avec son appel à gouverner à De Gaulle, complètement surréaliste. Enfin, donc il y a une dimension comique qui m'est apparue évidemment. Moi, je trouve ça très bien de traiter ça de manière comique parce que ça permet de désacraliser des événements. Les événements sont tellement drôles. Oui, c'est une pièce de boulevard. Enfin, c'est incroyable. Ça n'arrête pas. C'était dire le plus compliqué pour moi. Bon, c'était bon évidemment, et j'ai eu du plaisir à inventer les dialogues. Alors, certains sont des dialogues réels. Hein. Il y a eu des échanges qui sont réels. D'autres, c'est moi qui les ai inventés. Mais la vraie difficulté du travail, c'était de rendre un espèce de rendu intelligible parce qu'on est sur plein de trucs qui se passent en même temps. Ça n'arrête pas, c'est un feu d'artifice. Et j'en ai enlevé. Il y avait encore d'autres généraux qui en ont fait d'autres des bêtises. Hein. Je parle pas de Cherrière, je parle pas de Fort, je parle pas de Moran. Il y en a que je suis obligé d'enlever parce qu'il y en a déjà beaucoup de généraux. Mais donc oui, c'est un vaudeville quoi. Et puis comme dans une pièce de théâtre, il y a une unité d'action qui est un remboursement, un changement de gouvernement. Il y a une unité de temps, ça se passe en quelques jours, en quelques semaines, et presque une unité de lieu parce que tout se passe finalement entre Alger, Paris, Matignon, l'Assemblée quoi. Il y a 3 lieux où tout se passe, où tout se décide. Oui, puis alors quand on prend François Bocaux-Dessin, qui est vraiment pas en reste, hein, avec son sens justement du mouvement, avec ses trognes qu'il a su si bien retranscrire. Hein. D'ailleurs, je cite à François Bocaux qui dit « J'ai respecté le scénario à la lettre, ce qui m'arrive très peu souvent. » Sacré compliment qu'il se fait là. Hein. On sent à la lecture de l'album une belle complicité entre vous. Vous semblez vous être entendus comme larron en foire et vous êtes bien amusés. Est-ce que je me trompe? Peux-tu nous en dire plus sur cette collaboration avec François? Oh bah, la collaboration, ouais, c'est très bien passé. Après, il n'y a pas eu cette espèce de ping-pong auquel que tu sous-entends. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le scénario était déjà écrit. Quand on lui a fait lire, il a eu un coup de cœur dessus, il l'a beaucoup aimé et il l'a adapté lui de son côté. Mais en fait, moi j'avais déjà tout écrit, donc lui il a refait les planches de son côté. Il allait très vite parce qu'il avait, il était pris au niveau emploi du temps, mais c'est aussi parce qu'il voulait aller vite. Il me disait bon là ton histoire elle va très très vite, il faut que dans mon dessin ça se sente l'énergie et puis je crois que ça se sent au final d'ailleurs. Il voulait que l'énergie des dialogues, des situations transparaissent dans son dessin. Donc il était très très vite, il faisait une page par jour. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est très très rapide, une page par jour. Il y a très peu de dessinateurs qui peuvent faire autant, sachant que c'est des pages où il y a quand même des décors, des plongées, des contre-plongées, des scènes de foule, ce qui beaucoup de documentation à digérer, que ce soit des voitures, des automitrailleuses, des costumes, des uniformes, et en plus des gueules imposées. Et pas forcément simple. Alors, il y a des gueules imposées, il faut les trouver en vidéo, de face, de profil, de 3/4. Alors, De Gaulle, oui, ça, évidemment, on en a plein. Mais trouver des photos on va dire, de personnages secondaires, que ce soit des Delbecq, des Chevigné, des gens comme ça, c'est moins évident. Donc, il a dû digérer ça. Donc, il a été. Ouais, exactement. Donc, il y a eu moins de ping-pong aussi parce que Books se veut garder le contrôle, on va dire, de la mise en scène. En fait, en bande dessinée, il y a un peu 3 éléments. Il y a le scénario, il y a le dessin, mais il y a la narration. La narration, c'est le plus important. C'est-à-dire, on a une histoire, on s'est dessiné.
combien de cases va faire l'histoire, quelle taille vont faire les cases, le cadrage, toutes ces choses-là. C'est vrai que moi, je pense aussi, parce que je suis auteur complet, et puis j'ai déjà des expériences comme scénariste, que ça doit revenir, il peut y avoir une discussion, mais c'est le dessinateur qui doit avoir le mot final, parce que c'est lui qui connaît le mieux son dessin quand même. Donc Book voulait garder la main là-dessus, ce qui est bien évident, ce qui est tout à fait normal. Moi, je suis revenu juste sur quelques points où je voulais apporter des modifications. Des fois, il m'a écouté, il m'a dit « Ah oui, t'as raison, on va faire ça comme ça, c'est mieux de mettre la bulle à tel endroit. » Des fois, il m'a pas écouté, parce qu'il était son droit aussi le plus strict. Mais j'ai jamais eu de peur. Enfin, Book, c'est un type qui maîtrise suffisamment bien le langage de la bande dessinée. Il suffit de voir ses planches, c'est-à-dire que c'est quelque chose, bon, c'est pareil pour les néophytes, ça saute pas tout à fait aux yeux, mais il y a une circulation de la vue et de l'image dans son dessin, dans la construction de ses planches qui est incroyable. Donc, tout fonctionne très bien, en fait. Donc, moi, j'ai juste eu, en fait, à prendre mon pied en voyant ces planches débouler toutes les semaines, toutes les 2 semaines par mail, quoi. J'ai pas changé grand chose à part 2-3 petits trucs sur des petites séquences, mais très peu de choses. Donc il n'y a pas eu un échange, mais c'était pas nécessaire en fait. Lui, il avait adoré le scénario. Effectivement, il a respecté tel quel, mais ça je l'ai su après. Moi, ça me semble la moindre des choses qu'un dessinateur respecte le scénario, mais apparemment pour Book c'est rare. Donc effectivement, je suis très très flatté Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont tes projets? Mes projets à venir. Alors, les projets les plus proches, on va dire. Ce qui va chronologiquement, en fait, pour l'instant, il y en a 2 dont je peux parler. Un qui va venir très rapidement, parce que c'est prévu pour le mois de mai prochain. C'est une série. C'est encore historique, c'est encore comique, mais ce n'est pas François Boucaud-Dessin, c'est Simon Spreut. Simon Spreut, c'est un auteur que j'aime depuis de nombreuses années, parce que il avait fait une BD. Il a fait le Tambour de la Moscova, c'est ça? Alors ça, c'est la dernière qu'il a faite, qu'il a plus connue, le Tambour de la Moscova, aux éditions Lombard, qui est une superbe bande dessinée sur le Premier Empire, qui se passe au Premier Empire. Il avait fait auparavant Bouvert et Juncker, comme ça ne pas, en 2015. Et c'est un superbe dessinateur, et là, on va travailler sur une série qui est plus comique, sur ça va s'appeler Les Mémoires du Dragon, et c'est un personnage hors norme et inclassable, aussi bien héros qu'anti-héros, qui va lui tout seul faire l'histoire de France. En fait, on va se rendre compte que c'est un peu la supercherie, cette histoire de France, de la révolution du Premier Empire, notamment au niveau des batailles. Et Dragon, il était pour beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est le tome 1 qui s'appelle Valmy, c'est fini, sortira en mai 2022. Ça, c'est un premier projet. Et puis, le deuxième projet que je dessine moi, comme je reviens comme seul à Berlin, en fait. Comme seul à Berlin. Magnifique. Merci. Qui n'est pas une BD. C'est une BD qui se passe de nos jours, mais c'est encore sur la guerre d'Algérie, en fait. C'est une historienne qui en est l'héroïne. Une historienne qui est chargée qui est comité scientifique pour ériger un mémorial dédié aux victimes de la guerre d'Algérie, avec un artiste scénographe et un maire dans une petite ville fictive de Provence. Évidemment, ils sont d'accord sur rien, et évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Gamins des cités, subventions européennes, ministère de la culture, réseaux sociaux, j'en passe et des meilleurs. Donc, il y a une part de comédie, mais pas que. Il y a aussi une part qui est plus sérieuse, voilà, avec des témoignages notamment qui vont émailler le récit. Et ça, ce sera par contre pour 2023, je dirais. En tout cas. 2023, d'accord. Je prends mon temps. Eh bien, merci Nicolas Juncker pour cet entretien. Il ne reste plus à nos auditeurs qu'à se rendre chez leur libraire préféré pour ne pas passer à côté d'un des ouvrages majeurs de ce début d'année, Général des généraux. Alors, au revoir et puis encore merci. Merci Francine pour ce beau reportage. Le son des bulles sur RCN. Alors maintenant, on va passer à Jean-Jacques avec un album qui est politique, le Tché. Oui. Enfin, l'un des Tché. L'un des Tché, oui, parce qu'il y en a 36 à l'appel, là. Hein. Alors, la plus grande icône du XXe siècle est sans doute Ernesto Guevara de la Cerda, dit Che Guevara ou le Tché. Mais le Tché, c'est pour les intimes et j'en fais partie. Ah bon? Ah oui, tout à fait. D'accord, bah ok. Tout à fait. Ça marche avec l'accent. On a tous eu la panoplie du parfait révolutionnaire. Vous avez eu aussi l'affiche qu'on mettait sur le mur, t-shirt, le t-shirt. D'ailleurs, si on cherchait bien dans nos greniers, on retrouverait ça caché quelque part. Demandez à vos enfants, le mythe est peut-être moins prégnant, mais il existe encore. Ah oui, alors ça, c'est souvent une question que je pose à mes enfants. Il y a des choses qui me semblent évidentes, que tout le monde connaît, et je pose la question à mes enfants sur des faits d'histoire. Des fois, on est très, très surpris. Mais là, le Tché, ils connaissent.
Alors j'ai lu quelque part sur Internet, alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est marqué sur Internet, donc c'est vrai, que le Che serait la personne au monde la plus connue. Ah. Plus que Elvis Presley, plus que Messi, vous vous rendez compte, et plus que Kylian Mbappé. Ah ben oui, non, mais là il faut remettre... Il est beaucoup plus jeune. Mbappé est beaucoup plus jeune. Mbappé est beaucoup plus jeune, mais il est moins connu que le Che, c'est comme ça. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi, sinon mieux. Mais je vais simplement signaler qu'il y a eu 36 bandes dessinées sur le Che qui sont parues. Je vais en citer 2 ou 3, ça suffira largement. Il y a eu Che, une vie révolutionnaire, édité par Hubert en 2020, donc c'est assez récente, de John Lee Anderson et José Hernandez. C'est sans doute le roman graphique la plus complète et la plus documentée. Si vous connaissez pas l'histoire du Che, c'est le roman graphique là qu'il faut connaître. Mais par la suite, je vais pas choisir celle-là. Ouais. Non, je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux. Voilà. C'est ton choix. Voilà. Ensuite, on a eu El Che, la victoire ou la mort, en 2012, de Rabelia Guilano et Catanei Stefano. On a eu Che de Rodriguez, c'est un espagnol paru en 2008 chez Verso, et bien d'autres. Mais celle qui, pour moi, s'impose est Che de Osterheld et Brescia, père et fils. Parce qu'il y a le père et le fils. Oui. Alors, pourquoi elle s'impose au-delà du talent de Breccia que tout le monde reconnaît, c'est que cette bande dessinée fait partie du mythe du Che. Et je vais faire une chose qu'en général je fais jamais. Je vais vous lire la 4e de couverture. Et ça, en général, je le fais jamais parce que je trouve que c'est un peu petit à faire ça. Mais là, il y a tout. 1968, la première biographie en bande dessinée du révolutionnaire Che Guevara paraît en Argentine. 60 000 exemplaires sont écoulés en quelques semaines. 1973, la junte militaire prend le pouvoir, le livre est interdit, le dessinateur Alberto Breccia et son fils Enrique sont menacés ainsi que le scénariste Hector Oesterheld. Les planches originales sont brûlées, quelques exemplaires de la bande dessinée sont enterrés sous un arbre. Alors ça fait partie de la mythologie, je dirais. Plus tard, le fils Enrique a déclaré que c'était pas vrai du tout, qu'elles étaient planquées ailleurs que sous un arbre. Mais ça fait rien. Des fois, les mythes, ça mérite quelques mensonges, quelques arrangements. Voilà. Merci. 1977, les militaires font disparaître Hector Oesterheld. 1985, quelques exemplaires du livre réapparaissent en Espagne, une édition de luxe et imprimée. Année 1990, les Belges du collectif Fréon font paraître Che dans leur revue Frigo Box, puis un album souple. Et il a fallu attendre 2009, donc c'est assez récent, 40 ans après, la première édition française grand public du Che paraît aux éditions Delcourt. Parfois, ce sont les livres qui font l'histoire. Voilà, donc j'expliquais que ce livre-là, parce qu'il a été fait par Breccia, mais surtout parce qu'il a été fait par un Argentin, qu'il a été fait tout de suite après la mort du Che. Il est mort quand, le Che? Début des années 70, non? Non, avant. Non, avant? Dans les années 60. Je suis si vieux que ça. Il y a une chanson de Bernard Lavilliers où il a dit, il est mort le jour, je me rappelle plus, mais en octobre 67. Bon, j'étais pas loin. Oui, non, t'étais pas là. Voilà voilà pourquoi j'ai choisi cette BD de Breccia. Donc c'est des traits c'est très noir. Voilà, et ils sortent d'une période à l'autre. Il faut connaître l'histoire du Che pour vraiment adhérer à cette bande dessinée. Voilà. Merci Jean-Jacques. Merci. Et vous avez bien mérité votre titre de ministre de la BD. Président. Engagé et contestataire. Ministre. Je vais être président. Non, c'est une présidente là aujourd'hui. Voilà, la présidente. Voilà. Rappelez-vous, nous sommes en mars. C'est le mois des droits des femmes. Ah ouais, mais nous on attend le mois d'avril avec impatience. Hein. Bon, maintenant on va passer à Charles. Alors moi, je vais vous causer de politique, mais un cran au-dessus. Un cran au-dessus, voilà. ok. Allez, un cran au-dessus du Che. Si, là, attention, là. De 1979 à 1988, l'URSS mena une intervention armée en Afghanistan dans le but d'installer durablement dans ce pays un gouvernement pro-soviétique.
Cette tentative d'invasion, qui fut un terrible échec pour les armées soviétiques, est aujourd'hui considérée comme une des causes de l'effondrement des républiques socialistes soviétiques. Au cours de la même période, plusieurs plaintes portées contre les USA à la Cour internationale de justice aboutirent à un verdict appelant les États-Unis à cesser d'employer l'usage illégal de la force contre le gouvernement sandiniste du Nicaragua. Cette mise en lumière du soutien des États-Unis aux forces armées appelées Contras fut à l'origine d'un énorme scandale connu sous le nom d'Iran Gate. Une affaire qui éclaboussa durablement les tenants de l'administration Reagan et contraint les USA à modifier sa politique étrangère. En analysant avec méthode la progression de ces importants événements survenus au cours de la dernière partie du XXe siècle, de nombreux exégètes ont pu déceler l'influence déterminante d'un homme hors du commun, un extraordinaire observateur des soubresauts de la planète qui a pu changer le cours de l'histoire grâce à des courriers d'une extrême acuité envoyés au président, chef d'État et tête couronnée dirigeant le monde. Cet homme, vous l'avez deviné, c'est Raymond Calbutt du 13 Allée des Lilas, 59 790 Ronchin, 4e palier gauche. Le redoutable rebelle ronchinois qui dérange encore et toujours messieurs les puissants. Toujours prêt à sauver la planète, Raymond Calbutt met son expérience au service de l'humanité de 10h30 à midi et de 14 à 18h. Aucun appel n'est pris après 22h. Derrière, ou plutôt à côté de chaque grand homme, c'est bien connu, il y a une femme. À côté de Raymond, voici Monique, celle sans qui rien n'aurait pu être fait. Le fonctionnement harmonieux de ce couple modèle s'appuie sur un équitable partage des tâches qui se répartit comme suit. Raymond est responsable des relations extérieures et du maintien de la paix dans le monde. Monique est chargée de la maintenance de la vaisselle et du transport de la poubelle. Une organisation redoutable qui a permis à ce couple mythique de faire progresser l'humanité vers la lumière, comme l'a démontré l'évocation de quelques faits d'histoire contemporaine cités précédemment. Les interventions de Raymond Calbutt, soutenues par Monique, ne se limitent pas à la politique internationale. Il est aussi l'initiateur de grands bouleversements dans nos usages quotidiens. On lui donne notamment une sérieuse modification du système d'ouverture des portions de vache qui rit, dont la languette rouge se cassait systématiquement lors des tentatives d'ouverture des vaches qui rit. Les fromageries belles, acculées par les dénonciations pertinentes et argumentées de Raymond Calbutt, ont dû renforcer la languette rouge des portions triangulaires de la célèbre vache qui rit, dessinée, rappelons-le, par Benjamin Rabier. On peut le dire, aujourd'hui, si vous pouvez ouvrir d'un seul coup votre portion de vache qui rit, sans que la languette rouge casse, vous le devez à Raymond Calbutt, un des grands visionnaires de l'avenir du futur de demain. Il est question en ce moment d'élection présidentielle. Évidemment, Raymond Calbutt s'est déjà intéressé à la question lors des précédentes élections. Inutile de dire que messieurs les puissants ont rapidement fait obstacle à son intransigeante détermination en l'empêchant d'obtenir les 500 signatures nécessaires pour pouvoir déposer sa candidature. Pour être juste, il faut reconnaître que les sondages qu'il a effectués dans la supérette proche de la rue des Lilas à Ronchin ne lui étaient guère favorables. Sur les paquets de biscuits, les scores de 25% pour le chocolat, 28% pour la farine et 30% pour les matières grasses laissaient peu de marge au sans opinion sur qui il aurait pu compter pour gagner des suffrages. Un peu déçu par la politique intérieure, Raymond Calbutt refuse de répondre au sifflet lorsque la nation le réclame. Ainsi, chaque fois qu'il est question de nommer un Premier ministre, il quitte ostensiblement son appartement pour faire les pieds au président qui ne manquerait pas de lui faire appel. Depuis 2007, aucun tome n'a été publié sur les pérégrinations de cet indomptable fils du vent. Nul ne sait d'où il observe le monde aujourd'hui. Certains connaisseurs penchent pour le salon, d'autres assurent que le facteur de Ronchin l'a vu dans le couloir menant au cabinet. Le mystère demeure. À propos de secrets mystérieux, cela nous fait évidemment penser au secret du mystère, encore une bande dessinée de Tronchet, auteur des 8 albums de Raymond Calbutt publiés chez Glénat de 87 à 2007. Tronchet, de son vrai nom Didier Vasseur, est connu pour avoir dessiné 2 séries d'humour, Raymond Calbutt puis Jean-Claude Tergal, des BD récompensés plusieurs fois par l'Alphe de l'humour au Festival d'Angoulême.
Tronchet a été rédacteur en chef de l'Écho des Savanes, une expérience qui n'a duré qu'1 an. Il a quitté la France en 2012 pour vivre en Équateur, puis à Madagascar, et depuis son retour, sa production a changé de ton. Il a abandonné l'humour pour se consacrer à un registre plus sérieux et mélancolique. Sa dernière œuvre est un roman graphique publié en 2020 aux éditions de l'Air Libre qui raconte la recherche improbable d'un chanteur oublié. Pas de chanson aujourd'hui. Pas de chanson aujourd'hui. Ah. Mais on voterait mon Calvit, non? Ah ouais, bien sûr. Un petit ajout, si vous voulez en savoir plus sur la vache qui rit, il y a la maison de la vache qui rit dans le Jura. Oui. C'est génial. Les fromageries Belle, ont sponsorisé des albums de Raymond Calbut. Ouais, je crois qu'il y a des planches de dessin justement à la maison de la vache qui rit. Ah bon? Ouais. On y va quand on va passer l'été dans le Jura sous la pluie. Et vous avez le beau temps garanti. Alors, on passe à la suite, mon cher Madame la Olivier. Présidente, bien sûr, parce que passer du Tché à Raymond Calbut, on passe où maintenant? Maintenant, on va passer Jean-Charles, Jean-Jacques, dis-moi voir. Oui, non, mais ce lapsus c'est très révélateur. Et moi, là, je vous propose une chose quand même. Avouez que passer derrière Charles, c'est très difficile. Ah bah oui. C'est très difficile, parce que obligatoirement, notre intervention est très fade. Donc, à partir de la prochaine fois, on le fera passer en dernier. Ah oui, peut-être. On le fera passer en dernier. Et il chantera le générique de fin. Et puis, il chantera le générique de fin. Alors moi, je vais vous parler d'un homme politique très connu. Il s'appelle Benoît Broutchou. Vous connaissez tous? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Pourquoi je vais vous parler de Benoît Broutchou et de la BD de Phil et Collins, que vous connaissez pas du tout, parce que c'est le seul ouvrage qu'ils ont fait. Ils ont décidé que ils avaient atteint le summum, c'est pas la peine de continuer, et ils pouvaient que régresser. Pour les éditions, donc cette bande dessinée a été éditée pour les éditions Le Dernier Terrain Vague en 1979. Alors, les éditions Le Dernier Terrain Vague, alors, on le retrouve derrière, c'est une diffusion alternative, donc vous voyez que, là, on rentre dans le domaine syndical, on rentre dans le domaine politique. Alors, Benoît Broutchou, qui c'était? C'était un ouvrier, anarchiste et syndicaliste, une grande figure du mouvement syndical et libertaire dans le bassin houiller du Pas-de-Calais. Son grand fait de guerre est d'avoir été un des leaders de la grande grève qui a suivi la catastrophe de Courrières, où, je vous rappelle, il y a eu 1999 décès. Je vous parle de cette BD un peu particulière, c'est que, en rangeant mes vieux numéros de Charlie Mensuel, parce que de temps en temps je range ma bibliothèque, en fait c'est toujours en rangement d'ailleurs, c'est jamais fini, voilà. J'ai feuilleté donc quelques numéros de Charlie Mensuel, et je suis tombé donc sur des planches, c'est Wolinski qui avait été chercher ça à l'époque, quelques planches donc de Benoît Broutchou, et là j'ai été un peu stupéfait parce que au départ j'ai cru que c'était les pieds nickelés. Le graphisme ressemble beaucoup au pied nickelé. Et donc, mais non, c'est pas les pieds nickelés, c'est donc deux personnes qui ont pris un peu le système des pieds nickelés pour nous raconter cette histoire. Donc, c'est une bande dessinée militante, diffusée par diffusion alternative, et sauf erreur de ma part, c'est la seule BD qu'ils ont réalisée. Je peux résister à vous citer quand même une phrase de quoi? Oui. Une phrase pour que vous compreniez, découvriez bien le langage fleuri, et ça va plaire à Charles, j'en suis sûr, qui est employé dans les textes de cette BD. Alors écoutez bien, un chieur d'encre du réveil, un dénommé Vermèche, lèche-cul de Bassy, traité dans son torchon, Benoît de Broutchou, le deux mouchards. Il y a vraiment de quoi se boyauter quand on sait que Basly était par ailleurs cul et chemise avec le préfet et toute la sainte flicaille. Voilà, tout le langage. Un peu de traduction, là. Tout le langage, c'est un langage fléri comme ça. Et donc, moi, je vous invite, parce que je l'ai trouvé ça à la médiathèque, mais pas à la médiathèque, je dirais, devant, non. Il faut aller dans la réserve, alors c'est pas nous qu'on y va, malheureusement, dans les réserves des médiathèques de Nancy, et on y trouve des petites merveilles comme ça. Voilà, donc j'ai bien aimé.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Jacques. Bon, c'est ça, le son des Charles. Des petites raretés. Les raretés, les perles. Eh bien, maintenant, on va continuer avec Olivier, qui va nous parler de la BD qui s'appelle... Le château, les coulisses de l'Élysée. Ah. Debout. Ça suffit. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas faire une émission BD et politique sans parler de cet emblématique et mythique monument qu'est le palais de l'Élysée. D'ailleurs, parce que là, j'ai été collé toutes les questions que vous avez lancées. Maintenant, à moi de poser des questions. Savez-vous quand date la construction de l'Élysée ? Il y a longtemps. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais, alors en disant ça, vous avez bon, en fait. Oui, longtemps. Alors, 1545. Alors, l'Élysée date du XVIIIe siècle, pendant le règne de Louis XV. Ça a commencé en 1718. On ne peut pas vérifier. Mais j'ai des sources, monsieur Charles, j'ai des sources. Ça a commencé en 1718 et ça s'est achevé en 1722. L'Élysée n'est devenue résidence officielle des chefs d'État qu'à partir de la Troisième République. Deuxième question, qui a été le premier président de République à s'installer à l'Élysée ? C'était la Troisième République. C'était la Troisième. Il y a que Charles qui était né. C'est pour MacMahon. Alors là, franchement, alors là, Jean-Jacques, Marseillais. Bravo. C'est MacMahon en 1874. Tu nous dis premier président de la Troisième République. Il n'y a que toi qui as répondu. Voilà. J'allais le dire, mais il m'a devancé là. Il n'y a que lui qui était né là. Il n'y a que lui. Alors, voilà, moi je fais un peu... Tu lui donnes les réponses avant, non, il est comme ça. Et moi je fais mon malin, mais j'ai trouvé toutes ces informations-là sur le site même de l'Élysée. Ce sont mes sources, donc c'est officiel. Et on peut trouver aussi sur ce site des visites virtuelles du bâtiment. J'ai essayé, c'est bien fait, vous cliquez sur des portes, machin, et puis vous allez dans les salles. Bon, il y a des portes qui s'ouvrent pas, parce que je crois qu'on nous cache des choses quand même, à un moment donné. La porte des cabinets. C'est la porte des cabinets. Mais oui, j'y avais pas pensé. De la chambre. Mais pour en revenir à nos moutons, plutôt à nos bulles, moi je vous propose de visiter l'Élysée avec Mathieu Sapin dans l'album qui s'appelle Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée. Alors c'est une BD qui a été publiée en 2015 et dans laquelle l'auteur nous fait participer au quotidien de cette grande maison pendant un peu plus d'un an, de juillet 2013 à janvier 2015, après les attentats à Charlie Hypercacher. Et c'est donc sous le quinquennat Hollande que la visite se déroule. Mathieu Sapin a réussi à obtenir l'autorisation de se promener dans les couloirs et les allées du palais, comme bon lui semble, pour en faire une restitution en bande dessinée. Et je crois quand même que c'est la première fois que cela se produit, et c'est dire si le média bande dessinée peut être considéré maintenant comme hyper important, même dans les plus hautes sphères de l'État. Et là, je l'enjuge, je dis Marseillaise. Bravo. Alors, c'est une BD documentaire, une BD reportage qui nous est proposée avec un ton très humoristique, bien sûr. Mathieu Sapin a choisi de se mettre en scène pour nous présenter les lieux visités ou les événements qui se sont déroulés durant cette année. Il apparaît dans presque toutes les cases, mais souvent dans un petit coin un peu caché pour bien indiquer la discrétion de son approche et sa qualité de spectateur de ce qui se passe. On le sent très humble face à tous ses interlocuteurs, et ils sont nombreux à l'Élysée. Il y a les chargés de com, les responsables de protocole, le président lui-même. Et tout comme nous, on serait humble aussi sans doute dans une telle situation. Et je pense que honnêtement, cette position-là de spectateur nous fait bien rentrer dans l'album. On est là, on regarde, on jette juste un œil, on veut pas déranger. C'est juste par curiosité, faites comme si on n'était pas là. Mais moi, j'aime bien, voilà, ce ton très discret de la visite. Alors, on découvre bien sûr quelques pièces importantes de l'Élysée. On a même droit à un plan complet redessiné par l'auteur. Le salon doré, la salle des sièges, les cuisines, le dojo. Oui, il y a un dojo à l'Élysée. Oui. Ouais. La cave à vin. J'ai pensé à vous les collègues, j'ai pensé à vous. La cave à vin alliée, voilà, c'est ça. Mais en fait, le plus important et le plus amusant dans cet album, je pense, ce sont les événements officiels ou non officiels qui se sont déroulés pendant le passage de Mathieu Sapin à l'Élysée. Alors, on a le côté off de l'action, l'organisation, l'effervescence de ce qui se passe derrière les rideaux, les couacs, les moments de stress du protocole. Tout ce qu'on ne voit pas, mais qui au final donne l'impression de quelque chose de très lisse et de très propre et de très bien organisé.
Alors voilà, moi j'ai bien aimé aussi l'importance de la presse qui est donnée dans cet album. Mathieu Sapin nous la présente comme une entité quasiment intégrée au fonctionnement de l'Élysée, parce que de toute façon, il se passe toujours quelque chose là-bas à l'Élysée, une visite d'État, un remaniement, une remise de prix, il y a toujours un truc qui se passe. Et donc il y a toujours des journalistes. Ou un président qui va à Mobilette voir sa copine, il y a toujours quelque chose. C'était un scooter, je crois. C'était un scooter. Et voilà, c'est ce qui est amusant, c'est cet envers de décor, les paris entre les journalistes, leurs réflexions, leur voyage officiel sur un strapontin dans un avion de l'armée, derrière l'avion officiel du président. Enfin voilà, bon, tout ça, ça donne un album assez sympa pour connaître le fonctionnement de l'Élysée en interne et par le petit bout de la lorgnette. Il n'y a pas vraiment de scoop dans cet album, pas de choses très étonnantes non plus, mais c'est très amusant à lire et on passe vraiment un bon moment. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Alors moi, je vais un peu vous plomber l'ambiance, les gars. Voilà, franchement, parce que moi, j'ai choisi un truc assez difficile, quoi. Ça s'appelle Le choix du chômage, de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique. Donc, ça a été fait par Benoît Colomba et Damien Cuvillier. C'est chez Futuropolis et on a une préface de Ken Loach. Alors, c'est une BD très pédagogique qui explique comment on est arrivé au chômage de masse ou des masses. Cela pourrait s'apparenter à une suite de Cher pays de notre enfance. Des masses, c'est toi ? Oui, ouais. De masse. Cher pays de notre enfance, produit avec Étienne Davodo et donc Benoît Colomba. Alors, on découvre en prologue de cet album un Pompidou en fin de vie qui annonce en Conseil des ministres fin 73 le passage au-dessus de la barre des 400 000 chômeurs. C'est un premier round d'un match très inégal. Les auteurs nous font découvrir la genèse de cette enquête. Ça, c'est très intéressant, car ce travail est digne d'une enquête policière, avec des pièces à conviction, des témoignages, des confrontations, le crime étant le chômage. Donc, pour vous présenter un peu Benoît Colomba, c'est un journaliste de France Inter, grand reporter. Donc, il a déjà travaillé avec Étienne Davodo sur une BD. Il est très connu. Et le dessinateur, Damien Cuvillier, donc, qui a travaillé plusieurs fois avec Chris et aussi avec Franck Le Gall et bien d'autres. Une petite particularité, il est originaire de Picardie, région fortement impactée par les politiques publiques ayant entraîné l'accroissement du chômage. Alors, la BD commence en 2016 lors d'un festival Le Quai des Bulles où Benoît Colomba évoque la possibilité de faire une suite de la BD Cher pays de mon enfance. Et Damien Cuvillier, qui est là, qui est très motivé par ce qu'il a vécu dans son environnement proche. Donc, la question de départ, c'est pourquoi depuis tout ce temps, et malgré les promesses des politiques et les différents plans proposés, le chômage ne cesse d'augmenter. Eh ben, la réponse se trouverait-elle dans un lapsus de Madame Pénicaud en 2019, alors ministre du Travail, lorsqu'elle annonce la réforme intitulée « Transformer l'assurance chômage pour plus d'emplois ». Alors, elle nous parle de réforme contre le chômage et pour la précarité. Et elle se reprend évidemment, mais bon, trop tard, le lapsus est révélateur. Donc, l'enquête débute au printemps 2017 et va durer quand même 3 ans et demi. 3 ans et demi à la recherche de pièces à conviction, d'articles, de livres. Les auteurs accumulent des témoignages les plus divers, hommes politiques, économistes, sociologues et bien d'autres. La documentation est dense et la force du support BD permet de vulgariser des concepts ardus. Parce que c'est quand même très compliqué, ça se lit pas facilement. Jean-Jacques, je crois que tu n'as pas été au bout, toi. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est très hard, mais en même temps, le dessin, ça aide bien. On a parfois des grandes pages complètes avec des dessins qui montrent comment ça fonctionne. Et là, c'est mieux qu'un texte très élaboré. Donc, on y découvre le développement du libéralisme et de ses déclinaisons. Ça n'aura plus de secret pour vous quand vous aurez lu cette BD. Les auteurs reviennent sur des moments clés qui auraient pu faire basculer l'économie vers d'autres choix. Traité de Rome avec la création du marché commun en Europe, de l'élection de Mitterrand et l'union de la gauche, des hommes très connus ou conseillers les plus discrets, l'imbroglio politico-financier se dévoile dans l'enquête très détaillée et sourcée. Sur la forme, c'est un roman graphique, noir et blanc. Ils utilisent donc des formes différentes de dessin pour être le plus explicite possible. Donc cette BD se termine fin 2020, juste après le mouvement des Gilets jaunes et pendant la crise provoquée par la pandémie qui a re-questionné les modèles économiques mondiaux.
Donc il y a un petit truc intéressant aussi à voir sur France Culture. On mettra le lien sur Facebook, sur la fabrique médiatique, là où Benoît Colomba explique un peu comment ils ont préparé cette BD. Et je vais m'arrêter là. Et là où ils sont forts, vous remarquerez, c'est que depuis qu'ils ont fait paraître cette bande dessinée, le chômage n'arrête pas de baisser. Ouais. Mais en même temps, on n'a jamais mis autant d'argent public aussi. On a changé un peu la façon de gérer pour le moment. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie. On arrive à la fin de cette émission, je pense. Merci les collègues. Merci à tous. Tout ce que vous avez apporté. On fait encore un coucou à Françoise pour. Travaille bien, Françoise. Voilà. Et puis voilà, donc une émission où on a appris beaucoup de choses, du sérieux comme du plus sérieux. Monsieur Raymond Cadbuc, quand même. N'oubliez pas nos podcasts et puis notre page Facebook. Le Son des Bulles. Vous nous retrouverez en animation grâce à Olivier. Oh, grâce à tous. Vous verrez un petit peu nos têtes, quoi. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org